J'ai malheureusement dû retourner vivre avec ma famille après ma dernière rupture. Lui et moi vivions ensemble à Boston dans un appartement. Nous avions un petit conseil. Ne signez jamais de bail avec une personne avec qui vous avez récemment entamé une relation. Ce n'était pas la personne. Je pensais que c'était la personne avec qui mes parents vivent. Dans l'ouest du Massachusetts, si vous êtes déjà allé dans le Massachusetts, vous savez que plus on va vers l'ouest, plus c'est rural. Je ne suis pas une grande campagnarde. J'aime être dans une grande ville ou à proximité. Surtout que j'ai la vingtaine, le quartier de mes parents est super ennuyeux, j'espère. Je ne suis ici que temporairement, le temps de trouver un autre appartement que je puisse me permettre. Cependant, je vais éviter Boston, pour des raisons que j'ai dû retrouver un emploi au centre de soins d'urgence où je travaillais. Avant de déménager, ils m'accueillent avec enthousiasme, même si c'est le cas. Juste temporairement jusqu'à ce que je déménage à nouveau. Le compromis avec ce travail, c'est que j'ai tendance à travailler à des horaires peu recommandables, c'est-à-dire de nuit. Bien que les horaires soient faciles, ils sont ennuyeux et perturbent complètement mon sommeil et ma vie sociale, même si la vie sociale n'est pas la meilleure ici. Après mes horaires, il m'arrive de m'arrêter pour ce qui est généralement considéré comme mon dîner, à emporter car il n'y a pas grand-chose d'ouvert à ces heures-là. Ce matin, je suis sortie à 4 heures du matin et il y a un restaurant de bagels qui ouvre à cette heure-là et qui sert beaucoup de plats variés. Alors, je m'y suis arrêtée pour prendre un sandwich au poulet et un salade que j'allais manger en rentrant. J'ai aussi dû faire un arrêt pour faire le plein. Je me suis arrêtée à la station Shell du coin, l'une des rares stations-service ouvertes. À cette heure-là, c'était sur le chemin du retour. Le parking de cette station est immense, et pourtant, je ne vois presque jamais d'autres voitures. Même en journée, je suis entrée, pour payer en espèces, histoire d'économiser un peu. Je suis retournée à la pompe, et il y avait maintenant une autre voiture à l'une des autres pompes. C'était une berline bleue. Un type est sorti de la voiture pendant que je marchais. Je me suis dirigée vers la pompe où j'étais. J'ai commencé à faire le plein. Je l'ai remarqué. Il a probablement verrouillé la poignée pour que l'essence continue automatiquement sans qu'il la tienne. Parce qu'il a traversé les deux pompes et m'a dit « Je veux voir un truc marrant ». J'ai immédiatement détesté cette interaction. Pour une raison inconnue, je lui ai dit « Quel est le truc qu'il a alors commencé à faire ?» Ce vieux truc stupide où l'on fait semblant de retirer son doigt avec l'autre main en la repliant simplement. Il n'arrêtait pas de regarder ses mains, puis de me regarder avec une expression sarcastique, comme s'il savait que ce qu'il faisait était stupide, mais honnêtement, je ne pouvais pas le dire. J'ai fait semblant de rire pour qu'il s'en aille, mais il ne s'est pas arrêté. Il a continué son truc même après que j'ai détourné le regard et fait de mon mieux pour faire semblant de ne plus rien remarquer. Quand j'ai senti le clic du pistolet à essence indiquant que le réservoir était plein, j'étais tellement soulagée que vite, vite, j'ai serré le pistolet sur la pompe et je me suis précipitée à l'intérieur pour prendre ma monnaie. Quand je suis revenue dehors, l'homme n'était plus en vue, mais sa voiture était toujours là et le tuyau continuait à pomper de l'essence dans sa voiture. Je ne voulais pas m'attarder dans les parages pour attirer à nouveau son attention. Je suis revenue. Dans ma voiture, par paranoïa, j'ai vérifié les sièges arrière pour m'assurer qu'il ne s'y cachait pas. J'ai verrouillé les portes et je suis repartie. Sur la route, j'étais à la maison en environ 5 minutes. J'étais tellement excitée de manger mon dîner de 4h30. J'ai pris la clé de secours pour la cachette de mes parents. J'ai déverrouillé la porte et je l'ai vite remise dans sa cachette. J'ai verrouillé la porte une fois que je suis entrée, comme d'habitude. Je suis allée directement à la cuisine pour manger. Je fais attention à être silencieuse quand je rentre tard, pour ne pas réveiller mes parents. Nous n'avons que 2 voitures. Dans la famille, je partage donc la voiture de ma mère. De toute façon, je n'avais pas besoin de voiture à Boston, mais depuis que j'ai déménagé, j'utilisais simplement la clé de secours cachée qu'il cachait à l'avant pour entrer. J'étais à table en train de manger. J'ai entendu la porte d'entrée, en train de manger. J'ai déverrouillé, puis ouvert et fermé la porte. J'ai arrêté de mâcher et je me suis figée. J'ai écouté, la bouche pleine de nourriture. J'ai dit « Maman, papa, pas de réponse. » Je n'ai entendu aucun bruit de pas ni rien. Je me suis précipitée hors de la cuisine pour jeter un œil dans l'entrée. Il n'y avait personne. J'avais le cœur serré. J'ai couru dans la chambre de mes parents et j'ai fait irruption. J'ai été horrifiée de voir mes parents au lit. Ils ont tous deux été réveillés par mon ouverture très violente de la porte. Je me suis assis très silencieusement,
mais paniquée. Quelqu'un venait d'entrer dans la maison. Mon père a sauté du lit et s'est précipité en bas. Je l'ai suivi prudemment. Il a allumé toutes les lumières de chaque pièce que nous avons traversée, puis il est sorti pour vérifier s'il y avait le double des clés. Ma mère me manquait et j'étais absolument horrifiée, mais ma mère a quand même trouvé le temps de me sermonner. Sans vérifier mon environnement avant de rendre la clé, mon père a commencé à fouiller toutes les pièces de la maison. Nous l'avons suivi lorsqu'il a terminé. Après avoir vérifié la chambre de mon frère aîné, il est parti pour continuer ses recherches et a laissé les lumières allumées. Je suis restée dans cette pièce et j'ai décidé de vérifier quelques endroits que mon père avait manqués, car je sais qu'au fond de moi, je ne m'attendais pas à trouver. J'ai vérifié sous le lit, puis j'ai vérifié dans les placards. Rien, alors je suis descendue au rez-de-chaussée. Il semblait que mon père était déjà au sous-sol. J'étais vraiment horrifiée d'y aller, même avec mon père en bas. Je suis donc restée au rez-de-chaussée avec ma mère, mais la curiosité m'a quand même pris. Je suis allée dans la salle à manger, adjacente au hall d'entrée, près de la porte d'entrée. Je me suis agenouillée et j'ai regardé sous la table, et il était là. Je ne me sentais vraiment pas réelle. Il y avait cet homme de la station-service caché sous la table de la salle à manger. Je l'ai reconnu instantanément. J'ai crié aussi fort que j'ai pu, et ma mère s'est mise à crier aussi. Mon père de 65 ans est monté les escaliers aussi vite qu'il a pu, prêt à combattre cet intrus. L'homme est sorti de sous la table et a commencé à repousser mon père, qui est au moins âgé. Il avait 20 ans de plus que moi et, ma mère et moi, nous le voyions dominer mon père. Nous avons commencé à faire tout ce que nous pouvions, à frapper l'homme, car mon père le tenait toujours. C'est alors que nous l'attaquions tous les trois qu'il a finalement décidé de battre en retraite et de s'enfuir par la porte d'entrée. C'est à ce moment-là que nous avons appelé la police. Dieu merci pour sa réaction rapide. Cependant, cet homme avait toujours la clé de la porte d'entrée. Cette nuit-là, la police a laissé une voiture de police garée dans notre allée. Pour dissuader cet homme de revenir, mon père a calé une chaise devant la porte d'entrée et a dormi dans le salon. Le lendemain, il a changé la serrure de la porte d'entrée. Ainsi, l'époque où mes parents cachaient une clé dehors était révolue. Je me sens coupable d'avoir amené cet homme dangereux chez mes parents, et c'était de ma faute. Mais honnêtement, je crois que cet homme m'a suivi phares éteints, car je n'ai vu aucune voiture derrière moi. Durant tout le trajet du retour, je suis content pour ma sécurité et celle de ma famille. Cependant, cela m'a donné encore plus envie de déménager. J'aime conduire la nuit parce que je déteste rien de plus que conduire dans les embouteillages. Je viens de New York et de Long Island, et la circulation ici est vraiment insupportable. Mon frère vit en Floride, et j'aime bien y aller pour lui rendre visite. Le trajet est souvent long, mais selon l'heure de départ, cela peut prendre plus de 18 heures. J'aime quitter New York très tôt le matin, vers 2 heures du matin, pour être hors des zones de forte circulation avant que les voitures ne soient sur la route. C'était donc un jeudi matin, à 2 heures du matin, que je quittais la maison pour prendre la... Je me suis arrêtée, prendre mon café du matin chez Dunkin' Donuts, sachant que j'avais un long et pénible trajet devant moi. Si je prenais la voiture et non l'avion, c'était parce que j'allais y rester un mois entier et que je ne voulais pas compter sur mon frère pour m'emmener partout où je devais aller. Au moment où j'ai quitté Long Island, il était plus de 3 heures du matin. Depuis le New Jersey, la route était facile. De New York à la Floride, c'est très facile. Une fois sorti de New York, on prend l'I-95 jusqu'en bas, vers 4 heures du matin. La faim commençait à se faire sentir. J'ai quitté l'I-95 dès que j'ai vu un panneau de restauration. J'ai vu Wendy's sur le panneau. Alors je me suis dit que j'allais y prendre mon petit déjeuner. Là-bas, j'ai sauté le petit déjeuner à la maison. Parce que se lever si tôt, c'est comme si on n'avait pas le temps de se rendre compte de sa faim pendant quelques heures. Du moins, c'est mon cas. Personnellement, j'ai suivi les panneaux indiquant Wendy's. J'étais au hasard dans le New Jersey. Il n'y avait pas d'éclairage public. J'avais l'impression d'être au milieu de nulle part. La seule lumière provenait de mes phares. Quand je suis arrivée au parking de Wendy's, certaines lumières étaient allumées et j'ai vu une voiture sur le parking. Alors je me suis garée au drive. Le menu du drive était allumé, alors j'ai cru que c'était ouvert. Mais je suis restée assis là pendant plus d'une minute à regarder l'interphone. À attendre. Pour que quelqu'un me salue, mais je ne l'ai même pas fait. Je me suis même excusée, en vain. J'ai sorti mon téléphone et j'ai cherché ce Wendy's.
et vous ne le sauriez pas? Il n'a ouvert qu'à 6 heures du matin et puis, soudain, 3 coups à ma fenêtre ont failli me faire sauter de mon siège. Je me suis tournée vers ma droite et il y avait un homme dehors. Ma fenêtre souriait. Il m'a fait signe de baisser la fenêtre. Je ne me sentais pas vraiment à l'aise, alors je l'ai juste entr'ouverte juste assez pour l'entendre. Il a dit « L'endroit n'est pas ouvert » et j'ai dit oui. En fait, je viens de l'apprendre. Il m'a alors dit qu'il était bloqué. Il a pointé du doigt l'autre voiture sur le parking là-bas et a dit que sa batterie était morte. Il m'a pratiquement supplié de venir l'aider. Démarrer sa voiture avec des câbles de démarrage. Je lui ai dit que je n'avais pas de câble de démarrage. Il m'a dit « Moi, ne t'inquiète pas, il les a dans son coffre. » J'ai jeté un dernier coup d'œil à sa voiture garée au coin de la rue, près des bois, et j'ai dit « Ok, je crois au karma et je savais que j'aurais un mauvais karma si je laissais cet homme en plan dans une situation où j'aurais pu facilement l'aider. » Il s'est éloigné de la voiture pour que je puisse garer la mienne à côté de la sienne, car il était garé la tête en bas. J'ai fait de même pour aligner nos capots au plus près. Je suis sortie de ma voiture. Après avoir ouvert mon capot, il est allé ouvrir son capot et a pris ses câbles de démarrage. Après avoir branché les câbles aux bornes correspondantes, j'ai démarré ma voiture. On a attendu 1 minute avant que je lui dise d'essayer de démarrer. Il a pris son temps pour entrer, mais quand il a essayé, la voiture n'a pas démarré. On lui a donc attendu encore quelques minutes, puis il a réessayé. Toujours rien. C'était bizarre vu qu'il venait de conduire, donc sa batterie ne devrait pas avoir besoin de beaucoup de temps pour se recharger suffisamment pour redémarrer. Le type m'a alors demandé de patienter pendant qu'il s'éloignait et prenait son téléphone. Il a commencé à parler en espagnol à voix basse. Je ne comprends pas vraiment l'espagnol, donc je n'ai même pas pris la peine d'écouter. J'essayais d'entendre ce qu'il disait. Il est revenu vers moi après son appel et m'a dit que son ami lui avait dit d'attendre quelques minutes et d'essayer encore une fois. J'ai dit d'accord. J'essayais de faire ce qu'il fallait, mais j'espérais aussi que cela ne me prendrait pas trop de temps. Mais la dernière chose à laquelle je m'attendais, c'était d'entendre le bruit agressif de 2 moteurs de pick-up qui fonçaient à toute allure sur le parking, un de chaque côté du bâtiment. J'ai immédiatement compris. J'ai murmuré « Oh » en retirant les câbles de démarrage. J'ai coupé la batterie et fermé le capot en vitesse, mais il était trop tard. 2 camions se sont arrêtés. Derrière ma voiture, je me suis retrouvée coincée à l'intérieur. J'ai dû réagir. J'ai regardé l'homme qui me souriait toujours, mais son sourire était devenu bien plus menaçant et maléfique. Le regard qu'il m'a lancé était si troublant et gravé dans ma mémoire. J'ai verrouillé ma voiture avec ma clé et me suis précipitée dans les bois. J'ai couru dans l'obscurité, me coupant les tibias et, Dieu sait quoi, j'ai trébuché sur quelque chose sur le sol. À ce moment-là, j'ai pris ça pour m'allonger et me faire aussi petit que possible. J'ai entendu quelques hommes crier en espagnol quelque part dans les bois. J'avais tellement peur pour ma vie que les voix se sont rapprochées. Je ne pense pas que ça puisse être plus tendu. À ce moment-là, je ne savais pas combien ils étaient, je ne savais pas s'ils étaient armés, mais j'ai entendu au moins 3 voix, puis les voix ont commencé à s'estomper au loin. J'ai ressenti un soulagement jusqu'au son de l'alarme de ma voiture qui s'est déclenchée au loin. Toutes mes affaires étaient emballées à l'arrière de ma voiture. Des vêtements, des chaussures, des montres, des bracelets pour des centaines de dollars. J'ai commencé à retourner au parking en m'accroupissant. Au moment où je me suis approchée suffisamment pour regarder dans le parking, j'ai vu qu'il n'y avait que ma voiture. Les 3 autres véhicules avaient disparu. J'ai couru vers ma voiture et c'était le pire cauchemar de tous. Ma lunette arrière a été brisée et toutes mes affaires avaient disparu. 80% de ma garde-robe a été volée. Ma valise dans le coffre et tous les sacs sur les sièges arrière. Tout ce que j'ai fait, je me suis mis à pleurer de stress. J'ai appelé. La police m'a expliqué tout ce que les policiers sur place m'avaient dit. Ils devraient récupérer les images de vidéosurveillance du Wendy's à l'ouverture. Après avoir pris toutes mes informations, on m'a dit que je n'avais pas besoin de rester en ville et qu'ils me contacteraient. J'étais à environ 2 heures de chez moi. J'ai fait demi-tour et je suis rentrée chez moi. C'était la conduite la plus stressante, déprimante et démoralisée de ma vie pour couronner le tout. La police du New Jersey m'a contacté et ils m'ont dit que le véhicule sur le parking du Wendy's avait une fausse plaque d'immatriculation et que les 2 pick-up n'en avaient pas. Il m'a dit qu'ils allaient quand même faire ce qu'ils pouvaient. Mais je savais qu'il essayait juste de me redonner espoir.
Mes affaires n'ont jamais été retrouvées. Ces salauds s'en sont tirés. Comme je l'ai dit, je crois au karma et j'espère que ces ordures auront ce qu'elles méritaient. On a tous fait un long voyage en voiture, n'est-ce pas? On est tous passés devant ce panneau d'air de repos plusieurs fois en se demandant si on pouvait tenir 20 minutes de plus avant de devoir faire une pause pipi ou s'étirer. Parfois, on a de la chance et on tombe sur une de ces immenses aires de repos avec de grands bâtiments, avec de la nourriture et tout. Mais la plupart du temps, selon l'endroit où l'on se trouve, on a de la chance d'en trouver une petite avec un petit bâtiment, juste pour les toilettes et rien d'autre. J'étais sur un long road trip de 15 heures. En fait, une grande partie du trajet s'est fait de nuit. Je ne dirai pas d'où à où, car je ne pense pas que cela ait vraiment d'importance, mais je dirais que j'étais dans un coin perdu de la côte est des États-Unis. Il était tard le soir et je roulais à toute vitesse. Il n'y avait pas beaucoup de voitures sur la route à cette heure-là. C'était une scène assez rare de voir une autre voiture sur la route à cette heure tardive. J'arrivais à ce moment inconfortable du trajet où j'ai dû aller aux toilettes et je commençais à être nerveux sur mon siège à force d'être resté assis si longtemps. J'ai commencé à guetter un panneau d'air de repos et quand j'ai vu ce panneau bleu familier, j'ai eu l'impression d'être sauvé. Quelques kilomètres plus tard, j'ai bifurqué vers l'aire de repos. Elle était petite, mais il y avait un bâtiment avec des toilettes et c'est tout ce dont j'avais besoin. Il n'y avait pas de camion. Garé ici, je suis presque sûre qu'il ne pouvait que passer la nuit dans les aires de repos réservées aux camions, mais il y avait une autre voiture. Sur le parking, j'ai envisagé la possibilité que la personne en question dormait dans sa voiture. En sortant de ma voiture, je me suis étirée un peu et, en me dirigeant vers les toilettes, j'ai regardé l'autre voiture sur le parking, mais les vitres semblaient teintées. Je ne pouvais donc pas voir si quelqu'un était à l'intérieur. Ce n'était pas grave. Sur le moment, j'étais juste curieux. Je suis entrée dans les toilettes et j'ai été confrontée à une vision étrange. Il y avait un homme debout dans un coin de la salle de bain, la tête baissée et me tournant le dos. Au début, j'ai pensé qu'il utilisait l'urinoir, mais j'ai vite réalisé qu'il ne faisait même pas face à l'urinoir le plus proche. Il était juste face au coin du mur. Je me suis arrêtée et je ne savais pas si je devais dire quelque chose. J'ai failli dire « ça va », mais la scène était tout simplement trop bizarre. J'ai dû m'approcher de lui, cependant, pour arriver aux toilettes, et honnêtement, j'avais presque peur de m'approcher de lui. J'ai juste essayé de m'occuper de mes affaires et de garder une allure normale. Je suis entrée dans les toilettes et ne pouvais pas aller aux toilettes avec quelqu'un d'autre dans la pièce. Je fais partie de ces personnes. Il y avait un silence de mort là-dedans. C'était bizarre. Je suis restée dans les toilettes pendant 1 minute, essayant au moins de faire pipi, mais je PL composé le 911, mettre le haut-parleur pour que l'homme puisse entendre l'opératrice dire 911. Quelle est votre urgence? J'ai dit haut et fort. Je suis suivie par un homme dangereux. Je me sens menacée. Lorsque l'opératrice m'a demandé où j'étais et mes coordonnées, j'ai répondu à voix haute, d'un ton qui laissait entendre que je sous-entendais que je parlais de vous. L'homme a dit à l'opératrice « Dieu merci, ça a fonctionné ». La personne s'est retournée et est sortie des toilettes. J'ai dit cela à l'opératrice, mais j'ai dit que je me sentirais plus en sécurité en attendant l'arrivée de la police. C'est ce que j'ai fait. Un coup frappé à la porte des toilettes par un policier m'a indiqué de sortir prudemment. J'ai décrit l'homme et le véhicule que j'ai vu à l'autre aire de repos. La rencontre effrayante, puis la deuxième. On a vérifié ma voiture aussi pour s'assurer qu'elle n'avait pas été touchée. Après avoir constaté son absence, l'agent et moi avons quitté l'aire de repos en même temps. Finalement, il a quitté l'autoroute. Le reste de mon voyage s'est déroulé normalement. Mais putain, quelle nuit terrifiante! Je n'avais jamais été suivie auparavant. Je suis presque certain à 100% que la personne à l'extérieur des toilettes était le même type de personne qui était dans les premières toilettes. C'est vraiment bizarre parce que je suis un homme. Ces choses-là, j'ai l'impression qu'elles arrivent généralement aux femmes, mais je suppose que ça peut vraiment arriver à tout le monde.